Aujourd'hui, 40 minutes avec Olivier Clovis, il est passé de 0 à 170 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la création de contenu en l'espace de 30 jours. Aujourd'hui, je le reçois sur ma chaîne YouTube pour pouvoir lui poser un maximum de questions et aussi qu'il puisse vous apprendre comment il a fait pour en arriver là. Est-ce que Olivier, t'es content d'intervenir ici sur ma toute petite chaîne YouTube? Yes. Je pense qu'il n'y a pas de petite chaîne YouTube. Tu vois, vraiment, le but, c'est format long. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour créer de la connexion avec l'audience. Et le but, c'est aussi de découvrir un peu plus ce que tu fais. Et puis voilà, si je peux apporter de la valeur, c'est avec plaisir, hein. Merci pour l'invitation, en tout cas. Bah super, avec plaisir. Moi, honnêtement, ça fait un petit moment que je te suis. Je crois que je t'ai vraiment suivi lorsque tu lançais ton compte Instagram. Donc, Incroyable. Mais j'étais sur mon... comment tu Vas-y. es arrivé sur mon compte? Parce que j'avais 500 followers, quoi, quand je C'est démarrais. ça. J'ai dû me faire target par une pub. Si je me souviens bien, lorsque tu as lancé ton compte Insta, tu as peut-être 500 abos, tu as commencé à lancer Mhm. de l'ads pour push, et je sais pas, j'ai adhéré au profil, je t'ai follow directement, quoi. Putain, incroyable. Ouais, après, on en parlera un peu plus, mais ouais, j'avais une stratégie vraiment directe. J'envoyais de la pub, quoi. Ok. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais, te présenter un peu plus? Ouais. Donc moi, je suis spécialisé dans les tunnels de vente. Ça fait 5 ans que je fais que ça. C'est-à-dire, pour ceux qui savent pas ce que c'est un tunnel de vente, en gros, c'est une stratégie où tu vas prendre quelqu'un qui est sur Internet, qui se balade, tu l'accroches tu lui envoies une friandise, tu vois, un appât. Il vient par ici, il y a un truc intéressant, et tu mets dans un tunnel. Et le but, c'est qu'il ne sorte pas du tunnel et qu'à la fin, il achète un truc chez toi. Toujours en lui apportant de la valeur, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Mais voilà, ouais, ma spécialité, c'est ça. C'est-à-dire avec la publicité, d'aller convertir des personnes qui ne me connaissent pas et de les transformer en clients. Parce que je crois que, d'ailleurs, il me semble que tu as acheté la formation, Ouais, j'ai acheté le produit là au ticket. acheté le produit au ticket, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, des inconnus qui ne me connaissent pas, un truc pour attirer l'attention. Je vais faire rentrer dans mon tunnel le ticket, je l'ai mis dans une communauté. Et puis, à l'intérieur, après, il y a du nurturing, c'est-à-dire je leur donne de la valeur au maximum pour rester dans leur tête. Puis le jour où ils veulent aller plus loin, je leur vends un coaching en personnalisé. Ok, incroyable. Et Mm. justement, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat, dans le business? Ouais, Comment tu as fait pour en arriver là au niveau de ton lancement? ouais, ouais. Euh, Dans le business, en général, business en ligne, ça va faire 8 ans. En 2017, ouais, c'est ça. Je démarrais en vendant des produits chinois sur Internet, Ok, dropshipping. Et en tout cas, à l'époque, en fait, pour la petite histoire, j'étais étudiant, ma femme est tombée enceinte, elle m'annonce ça, alors que voilà, c'est ma petite amie de l'époque. On vivait en coloc. Il y avait, tu vois, il y a 5 personnes dans l'appartement, en banlieue parisienne. J'avais pas du tout d'argent. Moi, je livrais des sushis pour gagner 2-3 sous pour payer mon loyer et faire mes études à côté. Il m'arrive ce truc, ma femme tombe enceinte, on se marie en 3 mois. Derrière, j'ai un plan pour gagner de l'argent pour préparer la grossesse. Et, et en gros, j'ai découvert le business en ligne et je vendais des poussettes en dropshipping. Tu vois, j'ai importé des poussettes et je les revendais. J'ai importé des stocks, je revendais ici. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, la période de Covid est arrivée et là, j'ai switché sur le mode infoprenariat. Et j'ai kiffé en fait, parce que c'est beaucoup plus centré sur le marketing, le copywriting, des longs textes de vente, tu vois, des longues VSL et tout. Donc en gros, moi, mon modèle, c'était que je prenais un expert, j'étais spécialisé dans le bien-être. Donc par exemple, dans tout ce qui est, je vendais beaucoup de recettes pendant le Covid. Et vers la fin du Covid, j'ai switché sur relaxation, méditation, et ça a cartonné. Et donc voilà, après j'ai fait que ça. C'est euh, c'est un truc que j'adore en fait, moi, le copywriting, rentrer dans la tête des gens, se mettre à leur place, voir quelles sont leurs douleurs, essayer de trouver un produit qui leur convient. Et en gros, moi, j'ai jamais montré mon visage parce que ce que je faisais, c'est que je prenais un expert. Par exemple, dans la perte de poids, je vais demander à quelqu'un de rédiger des recettes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT. Pareil pour la méditation. Je demandais à quelqu'un de créer du contenu, par exemple, une méditation par jour pendant 1 an. ok, Je vais payer ce truc-là. Je paye, donc il me rédige un livre ou alors il me rédige des exercices. Une fois que j'ai ça, moi après je le market, je mets des ads dessus et je le vends. Et donc je fais ça pendant 4 ans. ok.
Ensuite, j'ai ajouté du high ticket à ces business-là. Parce que ça marchait super bien, mais au bout d'un moment, en fait, les publicités sont devenues de plus en plus chères. Et juste vendre des produits low ticket en automatique comme ça suffisait pas, tu vois. Donc, il fallait ajouter derrière un high ticket pour ajouter du profit. Et j'ai découvert là le modèle du low ticket to high ticket. Donc, c'est hyper puissant. En fait, tu vas chercher des gens qui ne te connaissent pas, tu convertis sur un low ticket parce que c'est hyper facile pour eux, passer à l'achat. Après, tu crées de la relation dans ta formation, tu leur donnes un maximum de valeur, tu les fais rentrer dans une communauté et derrière, tu leur vends un coaching personnalisé. Donc, nous, on vendait des coachings de 3 mois. J'avais recruté une équipe de coachs, il y avait 12 coachs et c'était, tu avais 4 coachs sportifs, 4 naturopathes et 4 psychothérapeutes. Et en gros, c'était un accompagnement à 3 000 euros et on vendait ça et on a accompagné 2 000 femmes là-dessus. Donc, ça fait pas mal d'argent. Et le truc, c'est que ça demandait beaucoup d'énergie pour moi, parce qu'il fallait que je gère les 13 coachs. Il fallait que je gère la sales team aussi. On avait 10 personnes qui appelaient tout le monde au téléphone pour vendre des programmes. Et ouais, je fais un burn-out, quoi. J'en avais marre, en fait, de gérer tout le monde, d'être là, de porter le truc, quoi. Donc, j'ai laissé tomber. En fait, j'ai donné le truc au coach. J'ai dit, ben voilà, vous pouvez. J'ai même pas vendu ni rien. Et moi, je me suis concentré sur ma personal brand et j'ai fait un plan de créer ma personal brand. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une ère de la personal brand et c'est hyper important aujourd'hui de créer une relation avec une audience. Parce qu'une fois que tu as ton audience, en fait, c'est un asset qui est hyper antifragile. Ouais, dans le temps, en fait, ça perd pas de valeur, quoi. Ça prend que de la valeur dans le temps. Donc, c'est hyper puissant. Donc, j'ai décidé de faire ça, quoi. Ouais, carrément. Bah, franchement, beau parcours. Mm. Puis pour rebondir sur le point personal brand et aussi audience, c'est quelque chose que j'aime bien prendre comme parallèle. Mais pour moi, l'audience, c'est vraiment un asset antifragile. Et c'est ce que je rabâchais quand j'étais sur Twitter aussi à l'époque. Dans le sens où, en fait, quand tu as des haters qui viennent te voir ou quoi que ce soit, quand tu as une audience, ils sont là pour te protéger. Même en business, tu apportes de leurs recommandations, ce genre de choses. Et surtout, quand tu as une audience de personnes qualifiées, bah, ça prend en valeur sur le long terme. Parce que quand tu crées une audience d'entrepreneurs, et Mm. si les entrepreneurs, tu les aides réellement, bah, sur le long terme, peut-être que dans 5 ans, en fait, toute ton audience, tu auras peut-être 5% d'entre eux qui vont être millionnaires, qui vont t'apporter des putains d'opportunités, des putains de deals. Et donc même, c'est un asset, c'est un énorme levier sur 5-10 ans, c'est inestimable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, ben, tu as tout l'avantage du court terme. Le court terme, ben, c'est que tu vas vendre des produits, quoi. Tu vas vendre des produits, etc. Si tu lances un projet, ben, tu peux aller lever des fonds, etc. Et sur le long terme, comme tu dis, ton audience, elle évolue avec toi. Donc, si tu es focus sur des personnes qui ont envie de grandir, toi, tu grandis, ton audience grandit en qualité, mais aussi en taille. Mm, Et ça a de plus en plus de valeur. Ouais. Et en plus, la relation est de plus en plus profonde avec ton audience. c'est vrai. Donc, ouais, c'est vraiment un truc que je recommande, surtout que là, on est dans l'ère de l'IA. C'est-à-dire, tout le monde peut créer du contenu, partager des infos. Donc, les informations aujourd'hui sont abondantes. C'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est la relation de confiance que tu as avec quelqu'un. Il sait en fait que tu vas pas lui mettre à l'envers. Donc, si tu arrives à créer une personal brand qui est focus sur la confiance, où tu mets en avant tes valeurs, moi, j'ai un process où vraiment, quand tu crées du contenu, tu dois pas faire de la prédation, toujours vendre un truc, tu vois. Donc, c'est Ok. vraiment le but, c'est de connecter avec des gens qui sont comme toi, avec les mêmes valeurs que toi, que tu partages ton expérience, plus que juste partager des conseils business ou des conseils sur ton expertise. Vraiment, aller en dehors de ça, tu vois. Partager aussi de qui tu es. Parce que qui tu es, de toute façon, quand tu crées du contenu, tu attires qui tu es. Et les gens vont acheter aussi qui tu es. Et donc, c'est trop important de sortir du truc de, voilà, tu partages que des conseils pour ton expertise. Ok. Justement, j'aimerais bien rebondir sur ce point, sur vraiment l'aspect relation de confiance. Parce qu'il y a énormément de personnes qui créent du contenu, mais réellement tisser un vrai lien de confiance qui soit solide dans le temps avec son audience, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, tu as parlé justement qu'il fallait apporter de la valeur. Tu avais aussi un process de création de contenu. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, de ton côté, sur ton compte Instagram? Parce que l'idée de la chaîne YouTube, c'est vraiment de parler de création de contenu et d'avoir des stratégies ou peu importe, des choses qui soient réplicables sur n'importe quel réseau. Comment tu fais pour créer une relation profonde avec ton audience? Est-ce que tu as des Ouais. process spécifiques ou quelques trucs? Ouais. Donc, moi, déjà, j'ai 3 piliers dans ma création de contenu.
et c'est des piliers qui permettent d'augmenter la conversion. Le Ok. pilier numéro un, pour moi, c'est le qui tu es. Le qui tu es, ce sont tes convictions profondes, ton expérience de vie, donc ton storytelling, il doit être aussi bien cadré, tes valeurs, ta philosophie de vie, ta mission et ta vision. Tout ça, c'est vraiment, tu vois, c'est qui tu es, quoi. C'est hyper important, en fait, tu partages ça de manière quotidienne, presque quotidienne, quoi. Moi, c'est ce que je fais en story. Les trucs, par exemple, qui me caractérisent, moi, c'est que je suis père de famille. Si tu veux, dans mon marché des coachs business, il y a de tout. Tu vois, tu as des jeunes comme toi, tu as des personnes qui sont à Dubaï, etc. Donc moi, je montre, c'est-à-dire que je suis père de famille, donc ça me différencie des autres. Je vis en Suisse, j'adore la forêt, je vais à la montagne souvent. Euh, pour moi, le plus important, c'est la vie perso avant la vie pro. Donc je mets en avant ma famille avant les heures de travail, etc. Je préfère avoir du temps de qualité avec ma famille plutôt que de faire des gros chiffres. Ok. Et tu vois, donc là, c'est des valeurs profondes chez moi que je partage à mon audience. Et du coup, les personnes qui sont comme moi viennent à moi et c'est plus facile pour elles de devenir clientes. Tu vois. Ok. Donc ça, c'est le pilier numéro un qui je suis. Après, le pilier numéro deux, c'est ce que tu fais. Donc ta méthode, ton expertise, ton mécanisme unique, donner des conseils pratiques, etc., des case studies, étape par étape. Et le truc numéro 3, c'est les preuves que ce que tu dis, ça marche. Donc, toi, tes résultats à toi, les résultats de tes clients et les démonstrations logiques, ça peut être des démonstrations scientifiques ou alors des projections tu prends un case study d'un client fictif et avec ta méthode, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois. Donc voilà. Et quand tu fais le combo des trois, c'est un combo gagnant pour créer de la conversion, quoi. Parce que les gens achètent qui tu es plus que ton produit en général. Mais c'est important que ton produit fasse sens pour eux, quoi. Ouais, c'est très pertinent. Et souvent, les gens négligent forcément des aspects. En fait, les trois piliers, par exemple, quand je fais du ghostwriting pour certains clients avec mes équipes, parce que Mm. j'accompagne pas mal d'entrepreneurs sur LinkedIn en ghostwriting, et au niveau de la stratégie de contenu, on reprend vraiment ces trois piliers sous différents angles. Donc l'aspect, par exemple, preuve, l'aspect personal branding, où ça va être Ouais. qui tu es, tes échecs, tes réussites, tes expériences passées, les convictions profondes. Et donc, ouais, c'est exactement le même framework qu'on reprend en fait. Ouais. Et Mais qu'on adapte. justement, sur LinkedIn, est-ce que tu retrouves les mêmes structures de contenu que tu peux retrouver sur Insta ou ailleurs, YouTube? Parce que je sais que sur LinkedIn, t'as des contenus qui sont spécifiques à LinkedIn, quoi. C'est en termes d'accroche et de body. Je sais pas si toi, dans ton expérience, tu vois des changements d'une plateforme à l'autre. Ouais, ouais, bien sûr. Sachant par rapport à LinkedIn, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution de la plateforme. Parce que tu sais, comme tu le sais, chaque marché évolue. Et les accroches du type share, réseau ou les posts très corporate, ça existait sur LinkedIn il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement rare, voire plus du tout, qu'on peut croiser ça sur la plateforme. Aujourd'hui, LinkedIn devient beaucoup plus comme Insta, je dirais, beaucoup plus humain, Hmm. où il y a beaucoup plus de sens, de liens humains. Et LinkedIn aujourd'hui, quand tu regardes au niveau du contenu, alors par rapport à mon point de vue, j'imagine que chacun a une perspective différente, mais honnêtement, je trouve que ça fit un peu avec Instagram concernant l'aspect C'est story. des contenus quotidiens, quoi. Beaucoup de Ouais, partage, de lifestyle aussi. ouais, il y a quand même certains lifestyles, exactement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai publié un post par rapport à un retour d'expérience où j'ai investi 1500 euros dans un mastermind pour aller à Marbella pendant 5 jours. Et du contenu de ce type, on commence à le voir de plus en plus. Sur du Yes. personal branding, des avant-après liés à sa vie. Après, LinkedIn, c'est avant tout un réseau quand même qui est professionnel pour trouver un emploi, trouver des jobs Mais ou quoi que ce soit. c'est moins visuel qu'Insta quand même. Ah oui, beaucoup, Insta, beaucoup le moins, ouais. visuel est hyper important dans ton approche, quoi. C'est moins important, mais ça reste quand même important. Ouais. Dans le sens où LinkedIn, il y a quand même les carousels qui fonctionnent très bien. Ah ouais? Ouais, Ok. les carousels sur LinkedIn fonctionnent assez bien. Il y a aussi la vidéo qui commence à prendre. LinkedIn a ajouté une fonctionnalité où en fait les Reels Insta, vous pouvez les repost sur LinkedIn. Moi, c'est quelque Yes. chose que je préconise à plusieurs entrepreneurs. Si aujourd'hui vous êtes déjà sur Instagram et que vous voulez commencer LinkedIn sans beaucoup d'efforts, dans ce Hmm. cas, juste dupliquer votre contenu Insta, ça peut être les carousels, les vidéos, et vous faites du repost sur LinkedIn. Et ça vous permet d'avoir un pompier dans la porte, de tâter le marché, voir si votre positionnement il peut prendre, si vous pouvez déjà avoir quelques opportunités en organique, juste si votre message il est impactant. Donc ouais, ça fait sens. Ça roule. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ouais, mais c'est le truc auquel je pense. Comme on parlait en off, c'est que LinkedIn, c'est un truc que je prévois. Peut-être pas tout de suite, tu vois. Vraiment, moi, mon conseil, c'est plutôt de penser une plateforme et puis ensuite en ouvrir une autre. Là, c'est vraiment mon truc, c'est Insta, YouTube. Et puis, je pense que le prochain, c'est LinkedIn, ouais, pour moi. Ok, j'ai une question par rapport à ça, parce que j'avais lu le livre 100 M Leads d'Ormozy, et lui, il expliquait qu'il y avait deux approches au niveau de la stratégie expansion réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Première approche, c'est ce que tu dis justement, et c'est aussi l'approche que j'ai par rapport à ma stratégie business, c'est que d'abord, je dois poncer un réseau, faire en sorte d'apporter la meilleure qualité possible, dans la meilleure stratégie, pour que ensuite mon cerveau soit focus sur un deuxième réseau social. Une fois que le premier est optimisé, il roule, j'ai la conversion, j'ai les opportunités, hop, je mets mon focus sur le deuxième, et de fil en aiguille, je passe du deuxième au troisième. Il faut savoir que moi, par rapport à mon expérience, le premier réseau peut me prendre un an, le deuxième peut me prendre 6 mois, et j'imagine que le prochain me prendra 3 mois. Parce qu'on prend en expérience. Ça dépend aussi à quel niveau tu es en termes de business. Parce que si tu arrives directement avec une team et tout ça, tu sais, quelqu'un qui a déjà une expérience business, il vient avec une team, il pourrait dire bah, je mets quelqu'un ici, je mets quelqu'un là et là, tu vois, quelqu'un qui gère mes réseaux et c'est fait, quoi. Mais Ouais, en vrai, je pense qu'il faut quand même avoir apporter de la qualité, quoi. Aujourd'hui, enfin, la quantité, ça suffit pas, quoi. Balancer du volume, du volume, du volume. Il faut quand même s'adapter aux plateformes. Faut faire les choses bien. Après, avec l'IA, en vrai, tu peux prendre un contenu qui marche bien sur Insta et à la limite passer du Reels à une vraie structure LinkedIn. C'est faisable, quoi. ouais, bien Mais je sûr. sais pas, je sais pas. Ouais, c'est des. Faut pas trop te disperser, quoi, parce qu'après le cerveau aussi, il peut vite être défocus. Ouais, Ouais. absolument. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes résultats? Est-ce que tu es à l'aise de parler chiffres aussi? Je vois que dans ta bio sur Insta, il y a de 0 à 170K en l'espace de 30 jours. Je trouve, Ouais. moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Dans le sens où tu débarques sur une plateforme, tu as Mm. quelques centaines d'abonnés et tu passes de zéro, tu lances une offre à 170 000 euros de chiffre d'affaires sur un Yes. marché que tu découvres, le personal branding. Tu n'as jamais fait de personal branding avant. Donc, tu peux nous Ouais. expliquer un peu les coulisses, quelle est la stratégie qu'il y a derrière? Ouais, donc 170K en 30 jours en partant de zéro. Et donc ça, c'est du signé. En fait, j'ai fait du building public. Donc, en démarrant de zéro ma personal brand, le but, c'était, comme je t'ai dit, bah, de démarrer sur un réseau et de montrer mon expérience business que j'avais, j'avais jamais montré, en fait, ce que j'étais capable de faire. Et, euh, et donc, j'ai voulu créer ça avec mon audience. Le truc, c'est que j'ai créé l'audience en même temps que j'ai créé ma formation. Donc, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, quels étaient les titres les plus accrocheurs, tu vois. Dans mes stories, en fait, tous les jours, je partageais mon avancement. Donc, au début, j'étais dans l'avancement, conception de la formation, enfin, idéation de la formation, conception, et après vente. Euh, et donc, c'était l'idée de la formation, c'est comment créer un low ticket pour faire entrer un maximum de leads, être break-even en ads, donc sur traffic cold, chauffer les leads et les passer sur du high ticket. C'était ça, je veux vraiment vendre la méthode, quoi. Vendre cette méthode-là que moi j'ai utilisée pendant des années. Et en fait, déjà, il y a plusieurs trucs qui ont fait que ça a marché hyper fort dès le début. Moi, je m'y attendais pas. Hein. Je savais pas du tout. Le but, c'était de faire 100K en un mois avec une formation. Je savais que je pouvais faire entre 20 et 30K, tu vois, mais 100K, c'était difficile parce qu'en gros, tu dois augmenter les budgets pubs tous les jours. Ça peut cracher à tout moment. Si tu t'es trompé dans l'angle, le premier angle que tu prends, bah, tu prends du retard. Tu dois relancer un deuxième angle et du coup, t'es baisé, quoi. Mais ça, en fait, j'ai eu de la chance, donc ça a pris dès le début. Et donc, pour moi, les trucs qui ont fait le succès de ce building public, c'est ben, déjà le building public en lui-même, parce que c'est un format qui est hyper puissant. Les gens voient que tu prends un risque en direct, ils voient ton courage et ils voient que ça marche. Tu peux pas fake le truc, quoi. Je partageais mon Stripe tous les jours, etc. Mes budgets pub et tout ça. Donc ça, c'est hyper puissant. S'il y a un vrai enjeu, je pense que le building public, c'est trop puissant en termes de format. Deuxième truc, c'est que j'avais de l'expérience business. Donc, j'ai des trophées, etc. J'ai de l'autorité qui fait que ça a aidé aussi les gens à acheter. Mais pas que, tu vois, ça suffit pas. Et le troisième truc, c'est que j'ai lancé une formation où il y avait un vrai besoin sur le marché. C'était quelque chose que, comme c'est un peu les gens l'attendaient, tu vois.
Et en fait, moi, quand je crée un mécanisme unique pour mes clients aussi, je me Mhm. demande toujours quel est le besoin du marché du moment, quoi. Ce que les gens Ok. veulent aujourd'hui et que les autres concurrents n'ont pas saisi. Et là, c'était vraiment, il y avait un problème de lead qualifié. La plupart de mes clients qui ont des funnels BSL, book call, avaient des problèmes de no-show, de lead qualifié et de perdre du temps avec des prospects qui veulent du gratuit, etc. Donc c'était vraiment l'angle que j'ai pris, c'était ça, quoi. Et Ok. c'était le bon moment. Parce qu'aux US, en fait, il y a tellement de gens qui utilisent cette méthode. Ok. Et donc, c'est pareil, c'est que c'est pas une méthode qui sort de nulle part, c'est une méthode qui a déjà, tu vois, fait ses preuves, etc. C'est Elle est important, ouais. appuyée, elle est appuyée sur ce que j'appelle une superstructure. Superstructure, c'est quelque chose euh, en qui tes clients, tes prospects ont déjà confiance. Donc, tu récupères la confiance d'un truc pour le linker à ta méthode, pour faire un lien avec ta méthode, tu vois. Et après, tu vends le truc. Donc, Ouais. Ok. voilà. Et moi, en gros, la superstructure, c'était tous les grands coachs aux US utilisent ça. Ça marche super bien là-bas. Et ici, il n'y a personne qui le fait, donc il y a une vraie opportunité. Et les gens, ils ont compris direct, quoi. Ouais. Ouais, justement, faire du transfert d'autorité via ce qui marche déjà et montrer que ça marche pour d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais, très, très pertinent. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'ADS, parce que si je comprends bien, l'ADS, c'est vraiment l'un de tes points forts avec la Ouais. partie tunnel de vente. Lorsqu'on est indépendant, ça peut être freelance, coach, même qu'on propose du service. À quel moment il faut lancer de l'ADS? Est-ce qu'il y a une checklist, des prérequis pour lancer Ouais, ouais. son offre? Bah, moi, je conseillerais en fait d'abord valider ton offre high ticket. Mhm. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. Avoir une bonne offre high ticket, que tes prospects, en fait, donc il faut que tu connaisses ce que veulent tes prospects, euh, quelles sont les solutions qu'ils ont déjà essayées, etc. Et créer un truc qui leur correspond. Tu crées ton produit, tu as déjà des premiers résultats, des premiers retours clients. Et ensuite, commence à créer ta personal brand. Et après, tu peux envoyer de l'AS pour faire des tests. Donc, tu crées D'accord. un low ticket. Là, ici, tu crées un low ticket. C'est un produit d'appel pour faire entrer des leads gratuits dans ton funnel. À ce moment-là, en fait, quand tu as une offre validée, c'est OK d'envoyer des ads. Ok. Mais avant ça, compliqué. D'accord. Et justement, sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui font des posts sur comment avoir une offre irrésistible. Et moi aussi, d'expérience, je vois que l'offre, c'est quand même peut-être 80% de la réussite d'un business, surtout sur du business en ligne, quand on fait hors dropshipping, trading, quoi que ce soit, quand on fait Mm. vraiment l'infoprenariat, du service ou peu importe. Toi, de ton côté, à quel moment tu sais qu'une offre est validée? Est-ce que aussi tu as des quelques conseils ou quoi que ce soit pour nous donner des idées sur comment créer une offre irrésistible? Parce que avoir une offre, c'est compliqué de savoir à quel point elle est validée ou elle est mauvaise. Et souvent, on n'a pas conscience de ses points faibles ou même des améliorations potentielles. Ouais. Ouais, c'est une super question. C'est pas évident en fait de savoir si ton offre est hyper bonne ou pas. Je pense que c'est quelque chose aussi que tu peux toujours optimiser, améliorer. C'est comme une bonne landing page, une bonne page de vente, une bonne DSL. Ça s'améliore continuellement, tu vois. Mais en gros, pour moi, les trucs à valider sur une offre, c'est il faut que tu aies une offre unique que personne n'a sur ton marché, qui correspond vraiment à ton mécanisme unique, c'est-à-dire ta méthode à toi que tu as créée, et qui est en lien avec ton expérience de vie. Pas juste un truc que tu sors du chapeau, voilà, c'est parce que c'est sexy et tout. Non, il faut que ce soit en lien avec qui tu es, tes valeurs, ton expérience de vie, et que tu crées un truc qui t'appartienne, quoi. Mhm. C'est pas forcément créer un truc de from scratch, de zéro. Prends quelque chose déjà qui marche et tu ajoutes ta sauce, tu vois, ta secret sauce. Euh, pour prendre un exemple, par exemple, tu vends une méthode pour concernant par exemple pour les habitudes, mettre en place une nouvelle routine. Ok. Ouais, tu pourrais prendre en fait des méthodes qui existent déjà, une morning routine. Et Mhm. donc tu prends ta morning routine, voilà, c'est des méthodes, tu vas chercher des trucs à droite à gauche, et toi tu regardes les points faibles de cette méthode, des trucs toi quand tu le mets en place, pourquoi ça marche pas ou qu'est-ce qui te gêne, et tu vas ajouter des trucs qui te correspondent. Si par exemple toi si la morning routine en question, c'est de se lever à 6 heures, prendre une douche froide et ensuite un petit déj sain, et que toi, dans ta vie de tous les jours, c'est un truc que t'aimes pas de prendre une douche froide, bah tu vas faire morning routine. Tu te lèves tous les jours à la même heure, quelle que soit l'heure. Donc tu vas changer le truc, tu vois, et tu vas Mhm. prendre une douche chaude, bien chaude, parce que pour toi c'est mieux pour te relaxer de prendre une douche bien chaude.
et ensuite petit déj, tu vois. Donc tu vas modifier un peu le truc en fonction de qui tu es et de tes Ok, convictions aussi. ok. Donc vraiment personnaliser son offre par La rapport. personnaliser, la nommer avec un nom qui est hyper, tu vois, que les gens comprennent directement et Ok, qui est parlant, mais pas trop complexe, quoi. d'accord. Ouais, le fait de brander son offre, c'est aussi important parce que notamment quand vous créez du contenu, derrière, il y a aussi un objectif de notoriété, de réputation. Et même sur l'aspect referral, recommandation, les gens peuvent dire oui, je suis passé par ce programme en nommant le programme spécifique. Ouais, Et ouais, derrière, ça joue c'est vrai. forcément sur l'aspect referral. Ouais. C'est en plus si tu as un nom qui est hyper impactant, c'est encore mieux, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux US, mais sur le marché français, il y a vraiment peu de Mm. personnes qui brandent leurs offres. Même brander des noms de services ou quoi que ce soit. Ah ouais, ouais, c'est hyper important, c'est vrai. Donc quand tu as une bonne offre, ça se vend tout seul. Après, moi, je suis pas pour mettre des garanties de fou malade, tu vois. Parce que ce que j'ai vu, en fait, c'est que bah, tu sais, as toute la mode offre à la Hormozy, où tu dois enlever tous les risques aux clients, etc. Ouais, Et ce genre d'offre, ça se vend tout seul. Le problème, c'est que derrière, dans la livraison, tu peux avoir des problèmes de satisfaction client. Et pour moi, un business qui est vraiment stable et pérenne, c'est un business qui est vraiment solide sur la satisfaction client. Et donc, le game, c'est d'attirer les bons clients, tu vois, les clients de qualité. Parce que faire de l'argent en soi, c'est pas très compliqué, quoi. Tu fais des promesses de malade et tu fais rentrer des gens et voilà. Mais derrière, après, c'est des business qui tiennent pas la route. Donc, ouais, pour moi, il faut aussi que le client, il comprenne qu'il prend sa responsabilité, que c'est pas magique, quoi. Donc, pas faire des promesses de fou, être sur un truc réaliste et plutôt créer de la confiance avant de l'amener sur ton offre. Et donc ça passe par la création de contenu, quoi. ouais, je suis entièrement d'accord. Et pour moi, l'aspect satisfaction est beaucoup négligé. Surtout qu'aujourd'hui, avec la création de contenu sur YouTube, sur Insta, peu importe, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui font des chiffres astronomiques en Mm. lançant, bah, c'est plutôt du coaching en l'occurrence, mais du coaching à étiquette qui va de, je sais pas, 5 000, 7 000 euros, quoi que ce soit. Et derrière eux, en l'occurrence, pour atteindre 100K, 200, 300K par mois, forcément, ils ont une offre, ils ont une bonne offre. C'est-à-dire, bah, l'offre, la promesse, elle est attrayante, ça va me Mm. promettre de passer de 0 à 100, à 70K en quelques mois. Donc, la promesse, elle est là. Ouais. Mais derrière, ce qu'on voit pas, c'est surtout l'aspect satisfaction et combien de personnes atteignent la promesse réellement. Moi, aujourd'hui, j'ai une philosophie par rapport à mes services, c'est que 100% de mes clients atteignent la promesse que je leur fixe. C'est vraiment l'une de mes baselines, de mes obligations. C'est quand je fais une promesse, je veux que mon client il la respecte. Parce que si demain, quand je les appelle de vente, je leur dis regardez, j'ai 100% de satisfaction, tous mes clients ils ont fait x3, x5 sur leur montant d'investissement, bah, d'un coup en fait mon business il ne peut que être que en bonne santé. Je ne peux que avoir ta recommandation et mon acquisition est hyper facile. Ce qui fait que toutes les plus grosses problématiques business concernant ma croissance, mon scaling, mais ils sont déjà réglés juste parce que j'ai une bonne satisfaction. Ouais, c'est hyper important. Derrière, ça t'apporte des recommandations, ça t'apporte des bons témoignages, etc. Tu peux réutiliser dans ton marketing. C'est une boucle sans fin, quoi. Ouais. Donc bah, faites attention à ça et surtout, Ouais. moi le message que j'ai envie de faire passer, c'est privilégier d'abord la satisfaction plutôt que pricer hyper high ticket et que en fait seulement 5% de vos clients atteignent la promesse et réussissent votre accompagnement. Ouais, c'est ça, je pense, c'est un équilibre entre les deux, tu vois, parce que aussi, tu sais que plus tu prices cher, plus la personne est investie. Et après, tu as le problème de, quand tu prices cher, il faut que les résultats soient là, quoi. Donc, tu dois livrer encore plus. Et ça met de la pression aussi sur le formateur. Mais en soi, je pense qu'il faut, le plus important, c'est d'être à l'aise avec le prix, quoi. Si tu te sens mal à l'aise quand tu pitches ton prix, c'est qu'il est trop élevé, quoi. D'abord, il faut augmenter ta confiance en toi et avoir des bons résultats clients. Quand tu es sûr de ce que tu délivres, après, tu augmentes tes prix. Hum, bien sûr, surtout que le prix c'est quelque chose qui se monte, qui n'est pas fixe, donc c'est une variable qu'on peut toujours ajuster. 100%. Ok, et j'ai une question aussi par rapport à ça, à ton expérience, au niveau du message. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, surtout en création de contenu, c'est de positionner le bon message devant la bonne audience. Toi qui as fait beaucoup de copywriting, beaucoup de tunnels de vente, comment tu fais pour trouver le bon message? Donc j'imagine qu'il faut A/B tester, tu parlais aussi de tester différents angles. Déjà, le premier truc, c'est de partir de qui tu es.
parce que ça sert à rien de copier quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a des milliers d'angles marketing qui marchent. Ce qu'il faut, c'est déjà de partir de qui tu es pour créer un message qui te correspond. Ensuite, tu vas regarder les douleurs les plus importantes sur ton marché et essayer d'adresser un message qui leur parle directement sur le résultat, plus que sur le moyen d'y arriver. Parce que en fait, les erreurs qui sont les plus marquantes, c'est les personnes qui vont avoir un message de vendre le moyen plutôt que le résultat. Et en fait, c'est une erreur qu'on retrouve tout le temps, même quand tu le sais, tu vois. Et donc déjà, ça, c'est important. Après, le truc, c'est comment trouver le bon message. Oui, c'est de la B-testing. Tu peux pas le savoir, en fait, sans en parler à tes prospects, quoi. Tu vois ce qui marche le mieux. Après, ce que tu peux faire aussi dans les A/B testing, c'est regarder dans les contenus ce qui marche le mieux. Quel est le message qui fonctionne le mieux dans tes contenus, les accroches qui fonctionnent le mieux, etc. Moi, quand je construis un tunnel, je pense toujours à l'accroche dès le début, tu vois. Ok. Tu Je crées pense toujours d'abord à l'accroche. l'accroche et ensuite le restant du tunnel. Ouais, par exemple, là, sur le tunnel où je vends le low ticket, la méthode low ticket, Ouais. l'accroche, c'est, t'en as marre de te prendre des no-shows. Tu vois, ou alors ça va être, pourquoi, pourquoi tu payes 100 euros par rendez-vous avec ta VSL alors que tu pourrais avoir des rendez-vous qualifiés pour 0 euros, ou alors tu pourrais être payé pour prendre des rendez-vous qualifiés. Tu vois, c'est des accroches. Donc directement, moi j'ai le cerveau qui fonctionne en accroche, quoi. Après, sur ton positionnement, ouais, c'est en lien aussi avec ton mécanisme unique. Il faut être précis sur le positionnement, ne pas être vu comme un généraliste, quoi. Vraiment être le spécialiste du spécialiste. Après, ça dépend des marchés, mais dans les marchés, on est de plus en plus, il y a de plus en plus de marchés saturés. Ouais. Il faut être le spécialiste d'une méthode, tu vois, le spécialiste d'un résultat spécifique. Et est-ce qu'on peut faire un exemple en live en 5 minutes? Par exemple, on prend une niche, un domaine, peu importe, pour le service du coaching, et on essaie de trouver un bon mécanisme, un bon angle, peut-être Ouais, quelques vas-y, milliers de stratégies de 100%. contenu. Dis-moi, tu veux qu'on fasse ça Euh, pour LinkedIn ou? ça peut être tout n'importe quoi. Mais l'idée, c'est au moins on peut faire un cas d'étude en direct. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Ouais, ben, regarde, il y a beaucoup de gens qui vendent aujourd'hui des rendez-vous. Leur L'acquisition. publicité, c'est je vais te donner 10 rendez-vous par mois qualifiés, sinon tu ne payes pas. Ça, c'est leur offre. Ouais. Et sur une offre comme ça, où tout le monde fait la même offre, ils envoient beaucoup en ads, et derrière, après, ils ont des problèmes de livraison parce que sur les offres comme ça, enfin, bref, je ne veux pas critiquer, mais ce qu'on pourrait faire ici, c'est par exemple de prendre un mécanisme qui est que c'est un exemple que j'avais pris dans un de mes lives, donc je reprends ça, Ok. je vole l'idée à personne. Super. Euh, au lieu de dire je te propose des rendez-vous qualifiés, tu vas dire j'ai une méthode qui te permet d'avoir des rendez-vous qualifiés en illimité et en automatique grâce à l'IA en créant des lead magnets en automatique en 30 minutes par jour. Enfin, tu peux créer des lead magnets en illimité avec ce prompt IA que tu vas pouvoir balancer sur LinkedIn et avoir des rendez-vous qualifiés qui vont tomber en automatique. Donc Hmm. là, on est hyper spécifique et on est le seul en fait à faire cette offre. Et c'est sexy parce que ça demande peu de temps, ça marche. Tu pourrais même faire la même chose avec des quiz IA, tu vois, avec mettre en place des quiz IA pour faire entrer des personnes dans ton tunnel et pour réduire ton coût par lead. Et donc là, tu es hyper spécifique. Ok. Donc vraiment, pour trouver le bon angle, la bonne promesse, faire en sorte d'être hyper spécifique, Ouais, de dire plutôt j'ai une méthode plutôt que promesse agressive, gagne 10 rendez-vous sinon tu payes pas. ouais. Surtout, en fait, là, c'est surtout pour l'angle du début, Ok. sur le low ticket. Ensuite, si derrière tu dois vendre du high ticket, tu vas te positionner comme tu vas vendre un système, par exemple. Après, tu packages ça sous forme de système en high ticket. C'est Mhm. un système qui va te permettre euh, générer de la création de contenu en positionnant ta brand de manière unique. Ensuite, derrière, faire entrer des leads en automatique sans que ça te prenne du temps. Tu les fais rentrer dans un tunnel qui va les nurturer en automatique grâce à des lead magnets que tu vas générer non-stop sans que ça te prenne du temps.
Et puis derrière, je te donne aussi le système de conversion avec mes scripts DM pour convertir des prospects en clients. Et donc, c'est tout un système que je t'apporte. Et après, tu vas le nommer, par exemple, le système. Il faudrait brainstormer là-dessus, tu vois, mais le système de vente automatique sur LinkedIn. Ok, Et en gros, tu packages un système comme ça que tes clients, ils vont juste suivre étape par étape. ok. Quelque chose de très simple. Ok. Ouais. Ouais, ça fait sens. Et c'est vrai qu'on en voit très peu quand même sur le marché. Ce genre d'offres, ce genre de promesses, c'est Ouais, toujours. bah, c'est vrai que si tu fais des choses bien, en vrai, il y a toujours de la place, hein. Ouais, Surtout si tu livres de la qualité après derrière. absolument. Ouais, c'est important. Est-ce que pour terminer ce podcast, il y a un dernier sujet que tu souhaites aborder? J'en sais rien. Tu voulais parler de quoi, toi? Bah, c'était sûrement l'aspect low ticket, etc. Moi, de mon côté, je posais toutes mes questions. Ouais, bah, Euh, sur le low ticket, après, c'est vrai que il y a plein de gens qui se demandent, oui, mais si je donne tout dans mon low ticket, après derrière, il y a personne qui va acheter mon high ticket. Ça, c'est une objection que j'ai souvent. En fait, l'idée, c'est plutôt ton low ticket, il faut le pricer le plus bas possible pour faire rentrer un maximum de leads dans ton tunnel. Après, derrière, on les met dans une communauté dans laquelle ils vont échanger entre eux, ils vont créer du lien et toi, tu vas pouvoir leur apporter de la value. Et donc, l'idée, c'est de créer de la confiance. C'est pas de gagner de l'argent sur le low ticket. Donc il faut le vendre pas cher, mais il faut pas mettre beaucoup de choses non plus dedans. C'est-à-dire qu'il faut pas inonder de contenu. L'idée, c'est d'avoir des contenus qui sont courts et applicables rapidement, en 3 ou 4 étapes. Par exemple, tu vois, l'étape 1, tu vas faire, par exemple, moi, dans mon lot ticket, c'était très simple. Il y avait 4 étapes. Enfin, il y a toujours, parce qu'il est toujours en vente, mais 4 étapes. Étape 1, je vais t'aider à créer, à trouver l'idée et à créer ta formation. Étape 2, on va mettre en place ton système d'acquisition. Étape 3, tu vas commencer à vendre. Et étape 4, tu vas passer les gens sur ton étiquette. Et ok, donc, tu vois, en fait, c'est hyper simple et en 48 heures, c'est possible de lancer ton truc, quoi. ok. Et après, tu crées de la relation avec eux, des conversations, tu vas créer des lives et tu vas les faire passer sur ton étiquette. Ça sera naturel, quoi. Et d'ailleurs, tu penses quoi du funnel school? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus un peu sur le marché français. C'est-à-dire, C'est quoi, ads vers school? ouais, je crois que c'est ça. Ou même organic school, et après, c'est nurturing Ah, sur school, et Organic puis School, ouais. passer à Organic School, étiquette. c'est bien. Euh, le truc, c'est que bah, c'est pas forcément le school qui fait la différence, tu vois. C'est le volume. À quel point est-ce que tu as du volume, tu peux envoyer du monde dessus. Donc, si c'est ads vers school, là, ça coûte cher en général. Parce que une personne qui s'enregistre sur school, il y a quand même des freins. Il faut qu'elle crée un compte, etc. Donc, c'est pas évident quand c'est gratuit, quoi. Mais quand c'est payant, c'est hyper facile. Moi, tous les gens qui sont dans mon school, il y a plus de 1300 personnes et c'est que des personnes qui ont payé. Donc une fois qu'elles ont payé, après tu peux les faire rentrer sur le school et c'est facile, quoi. Ok, Dedans, en fait, dedans après tu donnes le maximum de valeur. Et une fois qu'elles sont dans ton school, bah, tu es dans leur tête tout le temps ouais, et elles c'est vont vrai. pas partir ailleurs, tu vois. C'est l'avantage, quoi. Et d'ailleurs, comment tu fais sur l'aspect, je sais pas, formation ou même format long? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu long au Ouais. niveau de la rétention. Parce que la personne aujourd'hui, si elle veut du contenu business, globalement, elle va se retrouver avec, je sais pas, une vingtaine de créateurs qui font du contenu business, Ouais. une vidéo qui t'explique comment faire une offre, tu vois, il y en a plein, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une crise où, dans le sorte où on est over booké de contenu de tous les côtés. Ouais, Et mais il y a aujourd'hui, beaucoup avoir un d'informations. consultant. L'information est abondante. C'est pas ce qui a de la valeur aujourd'hui. Ce qui a de la valeur, c'est vraiment la relation que tu crées avec ton audience. Donc, créer du contenu qui est pas que autour de tips business, de conseils, etc. C'est pas ça qui a de la valeur. Aujourd'hui, il faut que tu parles de toi. Il faut que tu mettes en avant tes différences sur ton histoire. Il faut que tu fasses du storytelling. Il faut que tu sois un peu divertissant, quoi. Pas que, voilà, étape 1, tu fais ça, étape 2. Ouais, C'est aussi, tu vois, mettre de la vibe dans ton contenu, et parler de toi, faire des blagues, du storytelling. ouais, absolument. Ouais, ça fait entièrement sens. Ouais, Ça fait les gens sens. après, quand ils ont accroché à ta personnalité, à qui tu es, ils vont pouvoir regarder ton contenu de manière plus facile, quoi. Je suis entièrement d'accord. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la valeur, Olivier. C'était un plaisir de t'accueillir. D'accord. Surtout qu'on a abordé plusieurs sujets hyper intéressants selon moi, on n'aborde pas assez sur la partie gratuite ou quoi que ce soit. Donc, Yes. je te remercie beaucoup d'être intervenu. Bah, avec plaisir. Merci pour l'invitation.